Bonjour à toi, dans cet épisode assez unique en son genre, je vais avoir la chance d'interviewer quelqu'un et pas n'importe qui. J'ai déjà fait beaucoup d'interviews au fil des années et là j'ai la chance d'interviewer mon associé Maëri depuis toujours, depuis 2019 et ça commence à faire Maëri. Et donc on avait déjà fait une interview mais c'était il y a plus de 3 ans et demi et on va pouvoir le voir dans cette interview, il y a eu du chemin. Il y a eu pas mal de chemin. Alors, présenter Maëri, c'est compliqué parce qu'il fait beaucoup de choses. C'est mon associé depuis 2019. C'est une personne qui a quand même démocratisé l'information, la formation à l'immobilier. Mais c'est surtout un investisseur de talent. On va en discuter en long et en large, mais je vais te laisser te présenter Maëri en 2 mots et puis on attaquera dans le vif du sujet. Qui es-tu, Maëri ? Yes. D'ailleurs, je pense qu'on va mettre les liens de l'ancienne interview si jamais ça vous intéresse. Ouais. Comme ça, vous pourrez comparer il y a 3-4 ans et aujourd'hui. Alors, c'est une question un peu difficile maintenant. Comment se présenter ? Qu'est-ce que je n'ai pas encore dit ? Qu'est-ce que je peux ajouter ? Bon, aujourd'hui, Maëri, j'ai 35 ans. Le temps passe, donc je suis libre. Voilà, je suis libre financièrement et aussi mentalement. Et tout ça grâce à principalement mon activité principale, donc l'immobilier aujourd'hui. Il faut savoir que de base, je suis de formation IT, donc je n'ai rien à voir avec l'immobilier. J'ai fait 10 ans de développement web. Voilà, tous ceux qui connaissent PHP, AngularJS, React.js, etc. C'était mon dada. J'ai été indépendant et donc là, je fais de l'immobilier depuis 8 ans. Et j'ai toujours fait de l'immobilier au début en side project. Donc, ça n'a jamais été un temps plein. Aujourd'hui, bon, comme c'est pas que j'ai pas grand-chose à faire, mais l'immobilier, c'est un peu l'activité principale. Et en termes de patrimoine, j'ai environ 2,2 millions de patrimoine brut. J'ai une quarantaine de loyers qui tombent. J'ai pas fait les calculs. C'est vrai que moi je suis pas. Ça fait à peu près combien de loyers ? Ça fait à peu près. Je sais pas du tout. Ça fait plus que 10 000, ça c'est sûr. À mon avis, entre 10 et 15. Ouais. Voilà, entre 10 et 15 000. Et donc voilà, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? J'adore tout ce qui est options croisées, achat-revente. Ça, on va beaucoup en parler. C'est ton nouveau dada depuis 2020. Enfin, nouveau. C'est plus si nouveau maintenant. Et en 2022, ça l'était. Maintenant, c'est plus vraiment nouveau. Mais t'inquiète, je suis là. J'ai pas mal de questions. Vous pouvez voir ici, il y a toute une liste qui attend notre ami Maëri. On va le passer sur le grill. Et donc, on va faire... Il y a 3... C'est une interview en trois phases. Il y a d'abord un peu qui Maëri était un peu plus jeune et puis surtout le déclic. Les gens, ils aiment bien savoir qu'est-ce qu'il y a eu comme déclic, pourquoi tu as fait de l'IMO. Il y a surtout l'aventure immobilière. On est quand même là pour parler immobilier. On va parler de ton premier deal parce que le premier deal, c'est quand même le plus formateur. Et je le sais très bien, l'avoir entendu plusieurs fois. Mais ceux qui te découvrent ici ne l'ont jamais entendu. Et puis, un peu qu'est-ce que tu as fait dans ton aventure immobilière, dont l'achat-revente. Et puis, on parlera un peu du futur, c'est quoi un peu les next steps. Et puis il y aura, ça c'est nouveau, les questions de la communauté. On a interrogé notre communauté. Si vous n'êtes pas encore dans la communauté, le petit lien en bas, là, dans la vidéo, vous pouvez la rejoindre, communauté 100% gratuite. Et là, les gens se sont lâchés, donc il y aura pas mal de choses à faire. Yes. Ça te va comme programme, Maëri ? Je propose qu'on démarre par le passé, on va dire ça comme ça. Un peu, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans l'IMO ? Première question que les gens aiment bien savoir, c'est est-ce que quand tu étais plus jeune, ou en tout cas jeune adulte, on va dire ça, est-ce que tu avais des croyances sur l'argent qui peut-être t'ont aidé ou t'ont bloqué justement dans ce sens-là ? Alors, il y a 2 choses qui se sont passées pendant ma jeunesse. Alors, j'ai une chose déjà, j'ai pris l'exemple principalement de ma mère dans sa relation par rapport à l'argent. Je sais que ma mère, elle donnait beaucoup aux gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, etc. Chaque fois qu'elle gagnait de l'argent, elle partageait un peu pour ses enfants, elle offrait des petits trucs à manger, des petits cadeaux, etc. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas que j'aime bien dépenser, mais heureusement que je dépense dans l'immobilier, parce que c'est ce qui me permet justement de m'enrichir. Donc ça, c'est un peu la relation par rapport à l'argent. Et deuxième chose, j'ai un gros désir de revanche.
entre guillemets, c'est une revanche, on va dire, positive, c'est que je me souviendrai toujours, alors je ne sais pas si mon frère et ma sœur, ils regarderont ce podcast et c'est la même chose, mais moi en tout cas quand j'étais jeune, donc on a grandi tous ensemble, je me souviendrai toujours, chaque fois que mon père rentrait à la maison, il s'enfermait dans la cuisine avec ma mère, ils fumaient ensemble et ils s'engueulaient. C'était systématiquement tous les jours. Et je ne sais pas pourquoi j'ai associé ce moment-là avec des problèmes d'argent. Peut-être, alors j'ai plus vraiment la mémoire, mais peut-être que ma mère est sortie des trucs par rapport à ça. Et moi, j'en avais marre, évidemment, petit, naïf. Je dis, pourquoi ils s'embêtent? Je veux pas que mes parents, machin, etc. Et j'ai associé ça avec l'argent. Après, plus tard, quand j'ai grandi, vers 30 ans, etc., j'ai posé à ma mère. Je lui dis, tu te souviens, tout ça, quand vous allez dans la cuisine et vous fumez, tout ça, est-ce que c'était l'argent? Et elle m'a dit non. Ben, à mon avis, c'était pour me protéger, mais bon, bref. C'est pas la question si c'est vrai, c'est pas vrai la vérité. Mais c'est ce que j'ai associé en tout cas. Et donc, je me suis dit, quand je vais grandir, je veux solutionner ce problème d'argent. Je veux plus que l'argent soit un problème, que ce soit dans la famille ou peu importe, dans la vie. Et donc, je pense que ça a été mon moteur pour me lancer dans des projets sur le côté. Parce que j'ai pas commencé par l'immobilier. J'ai fait un peu d'MLM, j'ai fait des blogs, j'ai fait des vidéos sur YouTube qui sont encore là. J'ai jamais supprimé mes vidéos sur YouTube d'ailleurs. Dans d'autres domaines, hein. J'ai fait un peu de yoga, des trucs comme ça. Et parce que j'ai toujours aimé partager. Et donc, je l'ai fait dans plein de domaines et jusqu'à ce que je sois tombé sur l'immobilier, mon premier invest, qui était un peu un fiasco. Mais on en reparlera. Mais ça a été un de mes moteurs. C'est un de mes moteurs. Donc, il y a vraiment, c'est plutôt une bonne croyance, enfin une croyance en tout cas, un peu, même si c'est un peu de revanche, on est d'accord. Mais c'était, il faut de l'argent pour pouvoir régler ses problèmes, de part de problèmes et tout ça, quoi. C'est ça. Il faut de l'argent et aussi par rapport à ma personnalité. Et mes compétences. Donc, quand tu es développeur, on t'apprend à être un peu feignant, factoriser le code, faire en sorte qu'il y ait un maximum de résultats, un minimum d'efforts. Et j'ai réussi à translater ça dans l'immobilier. Je me suis dit, l'immobilier, tu achètes un bien une fois dans ta vie, le bien, il t'appartiendra jusqu'à ta mort, sauf si tu le vends. Et je me dis, c'est pas si bête. Donc, travailler intensément, le temps de trouver le bien, le rénover si nécessaire, le louer, et après, les loyers, ce sera ad vitam aeternam. Donc, je lui dis, tu fais ça une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, même pendant 20 ans, tu fais un par an, tu as 20 biens immobiliers. Tu as plus qu'une retraite, tu vivras bien dans tous les cas à 50 ans, je serai extrêmement bien. Tu seras vraiment bien. Ok. Donc l'enfance, ça vient pas de nulle part, hein, cette volonté d'investir. Et alors rapidement, parce que c'est vrai que ça intéresse toujours les gens un peu, c'est quoi ton parcours avant d'avoir lancé le club et tout ça. Donc c'est vrai que toi, tu l'as peut-être pas dit, mais moi ça me paraît évident, mais toi tu as grandi à Madagascar. Et puis assez jeune, je sais pas vers quel âge en fait t'es venu en Belgique ou en France? Alors j'ai fait mes études supérieures à 18 ans, à peu près 18 ans, et je suis arrivé en Belgique vers 22 ans, à 22 ans. Ok, donc tu as fait des études d'IT, un bachelier en IT. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait pas mal de boulot à droite à gauche. Comment ça s'est passé au niveau professionnel? On en parlera très peu, mais c'est intéressant quand même. Alors j'ai pas eu beaucoup d'aide financière. J'en ai eu un peu de mes parents quand même quand je suis arrivé en Europe, mais j'ai assez vite compris qu'il fallait que je travaille, donc j'ai toujours eu un job sur le côté. Donc je me souviens quand j'étais aux études, du lundi au vendredi, j'étais censé être à l'université. On connaît. Dans la pratique, je ne vais pas mentir, mes parents peuvent regarder, il n'y a pas de souci. Et du vendredi à 15h jusqu'à 23h, et samedi, c'était des journées, des fois midi et 23h, et dimanche 15h, 23h, voire plus, je travaillais au McDo. J'ai fait McDonald's pendant 1 an et demi, 2 ans, donc à temps partiel. Ensuite, j'ai fait une sorte d'alternance. Donc, j'ai toujours travaillé sur le côté, on va dire, à peu près mi-temps ou 3/5 pour subvenir à mes besoins. Et après, j'ai vécu aussi avec mon frère. Donc, on a pu en colocation ensemble. Et j'ai fait de l'IT, donc formation IT, diplôme IT. J'ai été développeur. J'ai fait quasiment que du développement. Je n'ai pas voulu monter en compétences parce que je me suis dit que ce sera plus de responsabilités et j'aurai moins de temps pour faire des projets sur le côté.
Donc, tu avais déjà cette vision, on va dire, assez jeune, de se dire, OK, j'ai mon boulot, mais je me vois pas là-dedans ad vitam aeternam, quoi, jusqu'à la fin. L'éducation que mon père m'a donnée, c'était plutôt travailler dur. Travailler dur, être intelligent, avoir les meilleurs diplômes, etc. etc. Ouais. Mais donc, je me suis dit, à la base, que je vais faire plutôt une carrière, monter les échelons, devenir chef de projet et peut-être directeur d'une société, etc. Mais j'ai eu de la chance, j'ai vraiment eu de la chance parce qu'à l'époque, donc moi je jouais de la guitare, j'adore jouer de la guitare, j'ai fait ça pendant 8 ans. Et un jour, on fait des jam sessions, donc c'est des buffs, on appelait ça, donc c'est des sessions où tu joues avec d'autres musiciens et vous improvisez de la musique en gros. Et un soir, bon, il y a les gens picolent et tout ça, et il y en a un qui me dit « Ah Maëri, voilà, qu'est-ce que tu fais, machin, je fais de l'IT, et est-ce que ça te dirait de gagner plus d'argent ?» Moi, tout de suite, je lui dis « Ah ouais, écoute, si tu veux plus d'argent, je suis ton homme, compte sur moi, etc. » Ouais, chaud. Ouais. Et il me dit « Ok, est-ce que tu es disponible jeudi ?» Je crois que c'était jeudi, il faut être bien habillé, il faut aller à tel endroit. Je lui dis « Ouais, ok, pourquoi pas, tu vois. » Vraiment ouvert, naïf, etc. Ouais. Du coup, je vais à l'event et je tombe sur du marketing de réseau. Et c'était un grand choc parce que je me dis c'est possible d'avoir d'autres revenus, d'autres sources de revenus que son propre salaire. Okay. Donc, c'est déjà été un premier déclic. Et je me suis dit, je vais commencer à creuser ce point-là. Et donc, je me suis lancé dans le MLM. Je ne vais pas citer le nom. J'ai réussi à avoir la première position. Mais c'était un métier... Moi, je suis plutôt introverti. Il fallait appeler des gens, faire du cold calling, etc. Et ce n'était pas du tout ma personnalité. J'ai réussi à atteindre la position, mais ça m'a pris énormément d'énergie personnelle. Mais j'ai eu le premier virement différent de mon salaire. Et là, je me suis dit, là, il y a un déclic, il y a quelque chose. C'est incroyable qu'il y ait 2 lignes vertes sur mon compte. Il y a le salaire. Et il y a un petit 500 € qui était tombé et qu'on est allé chercher assez difficilement. Et ça a été un premier déclic. Et donc, j'ai été ouvert aux opportunités. Après, j'ai arrêté ce MLM. Et donc, j'ai lancé plusieurs activités en fonction un peu de ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux. Donc, du dropshipping. J'ai fait du dropshipping. J'ai fait du e-commerce. J'ai fait des petites formations en ligne et je suis tombé sur une vidéo qui parlait d'immobilier, justement. Et donc, c'est comme ça que je suis tombé sur ça, c'était à peu près en quelle année, ça? C'était en 2000. Donc, le déclic, il y a le MLM. C'était en quelle année à peu près? Et puis MLM, on est 2013-14, plus ou moins. Et l'immobilier, alors, c'est un peu plus tard, alors? C'est 2016, plus ou moins 2016. Okay. Avec des formateurs, je présume, français. Exactement. Qu'à l'époque, il n'y avait rien en Belgique. Exactement. Notre ami Olivier Sebon, merci. Formation Immob 2A. Ok. Donc, tu achètes sa formation, je suppose, et donc tu te formes. À l'époque, il n'y avait pas de coaching comme on fait aujourd'hui. Et donc, tu fais la formation, et puis on va arriver dans la partie maintenant qui nous intéresse, l'immobilier. Tu achètes la formation. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et comment tu arrives à ton premier achat immobilier? Ouais. Alors, j'achète la formation. Je suis quand même dubitatif. Parce que je connais rien de l'immobilier. Dans mon entourage, mes parents, personne n'avait d'expérience dans l'immobilier. Et je vais à sa formation, donc il fallait aller sur Paris. Il y avait un gros séminaire, un gros événement. Et donc je me suis mis pas devant. Je me suis dit, je vais me mettre vraiment dans le fond. Enfin, pas dans le fond non plus à l'arrière. Je voulais entendre le contenu. Je me suis mis dans le fond, au milieu. Et au bout d'un moment, il fallait faire un exercice, se présenter avec son voisin. Et mon voisin, c'était un jeune de 20 ans et lui, il m'expliquait son programme. J'ai acheté la formation, donc c'est un Français. J'ai un chalet, je ne sais plus, au ski, dans quelle montagne, et je gagne 2 000 €. Moi, je me dis, si ce petit gamin, il était vraiment tout petit, il y avait sa copine, il était fier et tout à côté. Si lui, il gagne 2 000 €, je suis sûr qu'il ne fait pas partie du staff. C'est vraiment quelqu'un de random. Et peut-être qu'il se voit, ici, il s'en rappelle, met un petit commentaire, ça ferait vraiment plaisir. Il est réussi, c'est que c'est possible. Et donc, je suis revenu avec une détermination, d'où vraiment l'important, je pense, d'aller aux événements, rencontrer les gens, aller poser des questions, être proactif par rapport à ça. Parce que c'est là-bas que les gens, la plupart des gens auront des déclics, ils vont se rendre compte que si lui l'a fait, moi je peux le faire. Différents des couples, des personnes âgées, des plus jeunes, des gens avec, sans emploi, enfin plein de types de profils. Et donc je suis revenu vraiment avec une rage, une grosse force quand je suis revenu en Belgique. Mais ça a été la douche froide. La douche froide parce que la formation française, évidemment, n'a rien à voir avec la Belgique. Et donc, j'ai tout reconstruit, refait, j'ai fait plein de tours de banque, etc. Et jusqu'à ce que je sente que j'ai pas mal d'informations. Et j'ai commencé à partager sur chaîne YouTube un peu toute mon expérience. En 2016, 2017, alors à peu près ça. Ok, ça. donc alors
j'ai bien compris, tu achètes la formation. Moi aussi, je me suis pris une douche froide parce que j'ai pris aussi sa formation. Donc, on est deux. En quelle année, toi Moi, c'était en 2017. 2017 okay. Et aussi à Nicette. Et donc, je vois exactement ce que tu as vécu. Mais voilà, tu arrives quand même à passer au-dessus. Et donc, tu t'es dit, je vais quand même investir. Et c'était quoi la stratégie à la base en 2017? Donc, qu'est-ce que tu t'es dit? Je veux acheter. Qu'est-ce que tu voulais acheter en fait? Alors, j'ai appliqué la formation vraiment de A à Z. Moi, j'achète une formation. Je me dis, je ne prends pas d'autres formations tant que je n'ai pas terminé cette formation et j'ai un retour sur investissement, si c'est la promesse. Et dans cette formation, la première chose, c'était votre capacité d'emprunt. Donc, j'étais allé voir une banque et je crois que j'ai fait une simulation aussi en ligne. J'étais environ à 160 000 euros. À l'époque, je gagnais plus ou moins 1 550 euros net. Je m'en souviens. Et donc, c'était 160 000. Mais je me suis dit, je ne veux pas que mon crédit, le remboursement de mon crédit repose sur la tête d'une personne, d'un foyer, d'un couple ou d'une famille, etc. Et donc, je me suis dit, je vais acheter un immeuble de rapport. Naïvement, je ne me dis pas qu'est-ce qui existe. Je connaissais rien à l'immobilier. Je ne sais même pas un immeuble, combien ça coûte, ou un bâtiment ou un appartement. Et donc, j'applique la formation, je vais sur ImWeb, je vais faire des travaux. J'avais ça en tête. J'ai assez compris l'importance de faire des travaux, qu'il y aura une plus-value. Tu achètes 100 000, tu fais 60 000 de travaux. Le mien vaudra 200 000 probablement. Donc, je mets 100 000 en me disant je vais faire 60 000 de travaux sur ImWeb, immeuble de rapport, toute la Belgique. Et je vois dans la liste les codes postaux 6 000, 6 061, 6 060, 6 001. Je me dis 6 000, c'est quelle commune ça encore? Et c'est Charleroi. Et deuxième fois, donc j'applique la formation, je vais à Charleroi, dans les immeubles de rapport. Je visite des immeubles de rapport à 100 000 euros, donc complètement délabrés, etc. Toit ouvert, enfin il y a juste les charpentes. Là, je me suis dit, j'ai envie de faire des travaux, mais bon, là, ça me semble suicide, tu vois. Ça me semble trop. Pas à ce point-là, ouais. Voilà, vraiment énorme. Et je tombe sur un marchand de biens pendant une de mes visites. Le marchand de biens, il m'a dit, qu'est-ce que vous cherchez? Comme j'ai appliqué la formation, c'était clair. Voilà, immeuble de rapport jusqu'à 100 000 maximum. Et je veux qu'il y ait plusieurs loyers dans le bâtiment. Et il me dit, j'ai peut-être quelque chose qui peut vous intéresser. Est-ce que vous êtes disponible le lendemain? Et le lendemain, c'était un jour férié, donc, parce qu'à l'époque, je travaillais à temps plein. Et donc, je vais sur place, je prends le train. J'avais les GoPass 10, pour ceux qui connaissent. J'avais moins de 26 ans, je crois que c'était à l'époque. Parce que faut le préciser, tu viens de Bruxelles. Voilà, c'était quand même du trajet, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui se mettent cette barrière-là. Toi, rien à foutre. Non, je m'arrangeais. Soit je commençais plus tôt, je me levais plus tôt. Je commençais plus tôt et je terminais plus tôt. Ouais. Et ça me laissait le temps de faire des visites à 17, 18 heures. Mais bon, pour ici, c'était férié, donc j'y suis venu. Et le bien n'était pas en vente, c'était un off-market. Et donc, c'est le premier bien que j'ai acheté, donc, qui est une maison de 5 cotes proche de la gare de Charleroi, que j'ai encore aujourd'hui. Et qui est un de mes biens les plus rentables, mine de rien. Ah bah oui, parce que tu l'as acheté il y a longtemps déjà, donc les prix n'étaient pas les mêmes. Justement, on va en discuter. Donc, il fallait tout refaire, si je ne m'abuse. Vraiment, là, c'était vraiment... Et même, tu l'expliques souvent dans les formations qu'on donne, c'est un bien où le marchand de biens n'a pas voulu rentrer avec toi faire la visite. Parce que là, on était vraiment sur une pure ruine, quoi. Ouais. Il n'y avait rien. Ça sentait mauvais, tu avais des trous dans le plancher, les murs noirs, enfin, c'est incroyable. Avoir d'humidité ou de je sais pas quoi. Ouais. Et toi, tu t'es dit naïvement, parce que c'est quand même pas rien, tu n'as aucune connaissance en immo, bon, une formation, mais une formation, ça vaut ce que ça vaut, c'est pas un coaching. Ouais. Tu arrives là. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment ça se passe? En fait, moi, je pense que d'un côté, j'ai eu de la chance, mais d'un côté, j'ai pas eu forcément de chance. Au début, je suis tombé sur ce marchand de biens, à mon avis, bienveillant, quelqu'un de bienveillant. Et moi, je lui ai dit, voilà, mon budget, c'est 160 000. Je lui ai dit tout directement transparent. Vraiment, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je vous raconte mon histoire. J'ai 160 000 et il m'a dit, oui, pour 60 000 euros, vous aurez assez pour rénover toute la maison. À l'époque, 60 000 euros, c'était un gros budget de rénovation. On savait rénover une maison de 120 mètres carrés. Et donc, et lui-même m'a conseillé, à votre place, je louerais ça à des stewards Ryanair, puisqu'à l'aéroport, on a une navette directe vers l'aéroport. Et j'ai dit, ouais, c'est une bonne idée.
Après, il m'a donné le bail. Enfin, il m'a donné pas mal d'informations. Ouais, il t'a aidé. Ouais, vraiment, il m'a aidé. Et du coup, au final, c'est pas il m'a pas vraiment accompagné, mais il m'a conseillé. Et j'ai appliqué ses conseils parce que je n'avais pas d'autres meilleures informations, personne dans mon entourage, personne qui a l'expérience. Je suis tombé en passant à l'action sur ce marchand de biens qui était bienveillant. Et mais c'est bienveillant au début, mais après, d'autres personnes. Oui, voilà, lui, ça a été la première personne. Et donc, voilà, justement, voilà, on va un peu décrypter le premier invest et puis on ira plus vite pour la suite, bien sûr. Mais donc, on comprend comment tu trouves le bien, on comprend voilà, que tu es un peu rassuré grâce à cette personne-là. La première négociation, ça se passe comme. Il était à combien déjà? Et à combien tu arrives à l'avoir? Comment ça se passe? Alors, le marchand de biens, il me dit le bien est normalement à 99 000, mais il part à 89 000. Et donc, j'ai fait offre à 89 000. Donc, première négociation, c'était pas vraiment une négociation. C'est vraiment pourri. Alors que j'aurais pu l'avoir facilement, à mon avis, 70 000. Si j'avais négocié. Ouais. Ok. Bon, voilà, après, c'est pour ça que c'est le premier, on fait toutes les erreurs et tout. Donc, ok, tu signes, tu envoies l'offre à 89. Et donc maintenant, on arrive à la deuxième étape, il faut trouver le crédit. Yes. Est-ce que c'est facile ou est-ce que ça a été compliqué? Ça a été compliqué. De nouveau, il me donne un contact vers un courtier. Le fameux courtier, je ne sais pas si vous voyez dans les autres podcasts. Donc, je suis allé voir ce courtier et je lui dis, voilà, je veux faire une colocation ici dans cette maison. Et il me prend des notes et il me dit, OK, vous achetez votre résidence principale. Moi, j'ai dit, non, c'est une colocation, c'est un investissement. Je vais mettre plusieurs personnes et je vais toucher des loyers. Il me dit, OK, vous achetez votre résidence principale. Après, j'ai fait, OK, j'achète ma résidence principale. Mais malheureusement, ce courtier n'a pas réussi à obtenir ce crédit. Sachant qu'à l'époque, donc il y a plein de choses qui se sont passées. J'étais employé, mais j'ai quitté mon emploi pour me lancer en tant qu'indépendant. Donc j'étais jeune indépendant. J'avais même pas 1 an de bilan. J'avais terminé une année, mais le bilan n'était pas encore publié. Et donc j'ai eu difficile à trouver un crédit. J'ai dû faire le tour des banques, plein de banques. Combien à la louche? Minimum une dizaine. Minimum une dizaine. Sachant que des fois j'allais voir 2-3 agences de la même banque juste pour avoir de différents sons de cloche dans différentes régions, etc. Et c'est la banque la plus inattendue, Argenta. Vraiment, ils venaient en plus, je pense qu'ils commençaient à attaquer le marché bruxellois. Ils faisaient aucune publicité, mais proche de là où j'habitais, j'avais cette agence. Et en fait, il y avait plusieurs banques, dont cette agence. Et c'est la dernière agence que je suis allé voir. Eux, ils ont compris mon profil. Je pense qu'à l'époque, Haïti, donc 2015, Haïti, c'était pas forcément très bien valorisé. C'était un peu la fin des geeks, où c'était un peu, on était un peu jugé. Pas jugé, mais plutôt cliché. Les geeks et tout ça. Maintenant, Haïti, c'est bien, ça gagne, on a besoin de l'IT partout, il y a de l'IT partout, mais à l'époque, c'était moins quand même, beaucoup moins. Mais Argenta, précurseur, ils ont compris, oui, Haïti, c'est normal qu'il est employé, il passe indépendant. Pour eux, c'est une évolution de carrière. Donc, c'est tout à fait logique et c'est même positif. Et donc, c'est eux qui m'ont octroyé le crédit. Que j'ai toujours jusqu'à aujourd'hui. Le premier crédit, ok. Ben merci à eux. Donc, ça, c'est pour la partie banque. On arrive à la partie suivante qui cause toujours des problèmes à beaucoup de débutants. C'est les travaux. Tu as acheté une ruine, ça, il n'y a pas de doute. Maintenant, il faut la rénover. Comment ça se passe? Comment tu trouves l'entrepreneur? Est-ce que les travaux se passent bien? Raconte-nous tout. Ouais. Alors, comme j'avais pas d'accompagnement, j'avais aucun terme technique. Les entrepreneurs, je pense qu'ils ont vite vu que j'étais un débutant et que j'étais une belle proie, on va dire. Mais moi, je ne le voyais pas. Vraiment, quand vous êtes seul, vous savez pas de quoi vous parlez. Enfin, l'entrepreneur voit, vous n'avez pas visité de bien ou vous n'êtes pas accompagné. Vous êtes une proie facile. Et moi, c'était vraiment mon cas. Donc, j'ai fait appel à plusieurs entrepreneurs que j'ai trouvé sur Google, dont lui. Et en gros, là, ce que je vous raconte, c'est un peu les erreurs à éviter. Hein. Donc, prenez des notes. Et ce que je dis, c'est pas ce qu'il faut faire, mais il faut plutôt apprendre de mes erreurs. Et il m'a dit, c'est quoi votre budget? Moi, comme un naïf, moi j'ai dit, j'ai 60 000. Il m'a fait un devis à combien? 58 000. Pour que je crois que ça soit une bonne affaire, etc. J'ai dit, j'aurais même 2 000 euros en plus. Trop bien. Et il m'a dit que le chantier allait durer 3 mois.
alors que j'ai signé en mai et on allait avoir la période des congés du bâtiment, donc courant du mois d'août. Et moi, je ne savais pas tout ça. Et au final, le chantier a duré 18 mois. Donc j'ai eu toutes les excuses inimaginables. Ma grand-mère est morte, je suis au pays. On a livré des portes roses, des châssis roses à la porte de c'est quand même gratiné comme excuse. Là, c'est incroyable. Enfin, plein d'excuses qui a fait que le chantier il a duré 18 mois. Et il y a eu aussi des histoires de fous pendant le chantier. En plus, honnêtement, pour un premier deal, c'est chaud. Sans être accompagné ni rien, c'est chaud. Franchement, moi, je trouve, parce qu'on a accompagné quand même des milliers de personnes, et j'ai accompagné personnellement des centaines de personnes aussi, je trouve que l'immobilier, c'est spirituel. C'est vraiment un éveil spirituel parce qu'il arrive des choses aux gens. On a des clients, il leur arrive des choses qui ne me sont jamais arrivées après 8 ans d'expérience. Et c'est leur premier invest. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je trouve qu'il y a des challenges qui sont à la hauteur de la personne. De ce que tu peux encaisser. De ce que tu peux encaisser, mais tu dois quand même te challenger un peu pour bien sûr, pouvoir les dépasser. Quoi. Et moi, j'ai eu facile à trouver le bien au final. Au final, j'ai visité des parkings. Au début, je voulais me lancer dans les parkings, Bruxelles, machin, etc. Après, je me suis dit non, c'est mort. Et donc, j'ai appliqué la formation. Et donc, les travaux, j'ai eu plein de choses. J'ai eu un incendie. Donc sur le hangar à l'arrière de mon bâtiment, il a pris feu. Il y a des articles encore sur Internet. Il n'y avait pas n'importe quoi dans ce hangar. Il n'y avait pas n'importe quoi. Alors, je ne saurais jamais officiellement, mais bon, à mon avis, c'était clairement un champ c'était de la drogue, quoi, de weed. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai été convoqué plus tard par la police de Marcinelle, j'ai fait une audition, ils ont tenté de m'avoir, vous connaissez machin, je dis non, moi j'investis ici, je viens de Bruxelles, c'est pour des étudiants, et ils ont cru que j'étais affilié avec ces personnages. C'est incroyable cette histoire. T'imagines, pour un premier deal, c'est chaud, quoi. Vraiment. Et donc non, j'ai fait mon audition, il s'est rien passé. Et donc t'as eu affaire aux assurances, un truc pour un incendie, c'est quand même pas rien, tu vois. J'ai eu affaire aux assurances. J'ai eu mon entrepreneur un jour, il me sonne, donc moi je suis en train de travailler. Je me cache un peu des responsables et tout ça. Je fais semblant et j'écoute parce que je sais que c'est important. Il me dit, mais Iri, on a dû arrêter ton chantier. Ça commence bien encore. Moi, dans ma tête, encore. Merde, putain, qu'est-ce qui se passe? J'ai d'autres problèmes à gérer. Et il me dit, on a commencé à creuser. Donc, j'ai la maison. À l'arrière, il y a une petite annexe. Et dans cette annexe, on a voulu faire une chambre en plus. Une chambre avec WC privatif et une douche. Mais elle n'était pas connectée aux canalisations de la maison. Du coup, ils ont dû faire une tranchée. Et au moment, il me raconte ça au téléphone, au moment où il faut une tranchée, ils creusent et tu as, je sais pas moi, la pelle ou le matériel qui s'enfonce tout d'un coup dans le sol. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a vraiment un gros trou avec de l'eau. Et à la surface de l'eau, tu voyais un bout de sac rempli de quelque chose qui sortait de cette eau. Et il se pose la question, mais qu'est-ce que c'est? Des gens ont enterré quelque chose ici, qu'est-ce que c'est? Et il commence à ouvrir, tu as une odeur nauséabonde qui sort, dégueulasse, ça pue. Et il arrête tout de suite le chantier, il a un doute, c'est suspect pour lui. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il m'a envoyé la vidéo de ça. Il m'a envoyé de la vidéo de ça, c'était en 360p, il y avait encore des pixels et tout, mais il m'a envoyé la vidéo de ça, donc j'imagine pas l'odeur. Il a arrêté le chantier, il a appelé la police scientifique, ils ont tous débarqué, fourgonnette avec leur chemise, et du coup ils sont allés voir qu'est-ce que c'était. Et pour la petite histoire, heureusement que c'était pas des boyaux d'êtres humains, c'était pas une histoire vraiment louche. C'était des boyaux d'agneaux, je crois. Donc c'est les musulmans qui fêtent la fête de l'Aïd, je crois. C'est un agneau ou un animal en tout cas qui s'égorge, je crois. Et je crois qu'à l'époque aussi, il y avait plein d'articles dans les news qui disaient on n'a pas le droit de jeter ça dans les bennes publiques, etc. Donc eux, je crois qu'ils l'ont mis, ils l'ont enterré dans leur jardin, pas dans leur jardin, mais dans leur
en dessous de leur terrasse. Et ouais, voilà, ça, j'ai un gros flip, vraiment un gros flip par rapport à ça. J'imagine, ça avait été un être humain déjà, à mon avis. Le champ enquête, le chantier est arrêté. Justice, qui vous êtes pour le premier bien, c'est quand même... c'est chaud. Ok. C'est déjà pas mal. Il y a eu d'autres choses ou c'est bon là? Incendie, ouais, vol de matériel. Vol de matos sur le chantier, ouais, c'est pas rien non plus. Et après, ça va. Okay, et donc, des budgets supplémentaires aussi. Ouais, donc à peu près combien? Tu avais prévu 60 et on est arrivé à combien? Je crois plus ou moins 64, plus ou moins. 64, plus payer, il fallait payer les meubles en plus, que j'avais pas prévu. Ouais. Ok. Donc ça a été chaud, éprouvant le premier. On te dit 3 mois, ça prend 18 mois. C'est énorme. On se sent comment à la fin d'un chantier pareil? Dégoûté de l'immobilier. Je me doute. Vraiment dégoûté de l'immobilier. Alors, dégoûté de l'immobilier, c'est un grand mot, mais plutôt mon cerveau a associé immobilier avec fatigue, où c'est lourd, avec des galères. Avec des galères. Et heureusement qu'on a commencé déjà, nous, on s'est rencontrés, on a fait des réunions un peu la jeunesse du club, les petites réunions entre investisseurs, mais c'était des amis d'amis, on se voyait vraiment entre nous. On a fait différentes villes, on a fait quoi? Liège, Namur, on a fait Namur, Liège, un peu Bruxelles, Charleroi, bien sûr. Oui, Mons même. Le Thai Café. Thai Café, c'est là où on s'est vu la première fois d'ailleurs. C'est là où on s'est vu la première fois, c'est excellent. Et heureusement qu'il y avait ça, plus à l'époque, je partageais un peu déjà des vidéos sur une chaîne YouTube. Acheté pour louer en Belgique. Regardez, les vieilles vidéos sont toujours là. Et en fait, les gens mettaient en commentaire. Donc après, quand j'ai terminé mon chantier, ils me posaient des questions. Alors Maëri, où est-ce que ça en est ton chantier? Est-ce que ça fonctionne, la colocation, ce que tu avais prévu de faire, etc. Et ça m'a donné le boost. C'est un peu ma mission de vie de partager de manière générale dans la vie et inspirer les gens. Je me suis dit, ce que j'ai fait, il n'y a pas que moi qui est impliqué dedans, tu as des gens qui ont des attentes, ça peut aider. Et c'est ça qui m'a motivé à me relancer. Donc c'est un peu les gens, en fait, les gens extérieurs, la communauté. Mai 2017, le premier bien, et le deuxième bien, ça a été août 2019. Donc ça a pris quand même plus de 2 ans. Plus de 2 ans, le deuxième. Justement, là, je pense qu'on a fait le tour du premier, qui était une belle catastrophe, un beau fiasco, mais c'est souvent comme ça le premier. En tout cas, quand on se fait pas accompagner, ça peut pendronner des gens, et je suis passé par là aussi, donc franchement, je comprends. Donc 2019, c'est le deuxième. Je propose d'avancer un peu dans le temps, de faire une petite timeline. De deuxième, qu'est-ce que tu achètes, à peu près à combien, qu'est-ce que c'est, tu vois, et on va faire comme ça. J'achète une maison 52 500 ou 57 500. 52 500, je pense. On fait 78 000 de travaux. Ok, pour une coloc encore ou tu restes... L'objectif, c'était une coloc, mais comme j'achetais d'autres biens, pas en parallèle, mais un peu après, j'ai loué en location simple. Parce que je n'avais pas le temps de remplir 4 colocs, ce n'était pas le bon timing. Et les banques me demandaient 3 mois de preuve de paiement de loyer. Ok, donc tu voulais les 3 mois rapidement. J'ai mis en location simple, comme ça les 3 mois je les avais rapidement. Ok, donc 2019, alors on va dire on remonte à cheval. Donc tu rachètes un bien toujours à Charleroi, dans la zone de Charleroi. Et puis après, le suivant. Après, donc je signe 2 biens 2021, un immeuble de rapport de 3 appartes et une nouvelle coloc, proche de Grand Rue. Grand Rue plutôt, proche de GHDC, l'hôpital de Notre-Dame-Charleroi. Ok, donc 2 en 2021. Est-ce que c'est tous les 2 en privé ou alors tu commences Alors un en société, un en privé, Ok, et pourquoi tu as voulu investir en société alors Parce que j'avais des liquidités dans la société et c'était un bien que j'ai acheté à 40 000. Ouf. Et je me suis dit, c'est une belle première expérience pour un achat en société. Pas trop de risques, tu vois, c'est 40 000. C'est ça. Pas trop de risques. Même s'il y avait full travaux, 85 000 de travaux, c'était un petit projet. Et c'était une coloc aussi, ça alors? C'est une coloc, De 3 ou 4 chambres? 3 chambres. 3 chambres, toujours à Charleroi. Et en même temps, alors en privé,
t'achètes un immeuble de rapport, c'est le fameux immeuble de rapport mixte ou maison du peuple, ouais. C'est quoi, en quelques mots, ce deal-là, ce qu'il est intéressant? Yes, c'est 2 colocs de 3 chambres et une location simple, donc il y a 7 loyers qui tombent. Et c'est la première fois que j'expérimente le crédit terme fixe. Terme fixe, le crédit bullet, le fameux, ce qui permet de diminuer la mensualité. Ok. Et donc là, en 2021, ça fait depuis 2017, tu as déjà donc, on va dire 3 biens plus 1 en société, tu es déjà à peu près à combien de cash flow? Voilà, là, tu me poses. Non, mais je sais, mais elles me viennent comme ça. Je me dis, c'est vrai qu'on parle beaucoup des achats, mais nous, on achète quand même pour faire du cash flow, pour se créer une liberté financière. C'est pour ça que tu t'es lancé dans l'IMO, de toute façon. Donc, t'es à peu près les 3 premiers en privé. Je suis à peu près 1005, je crois. 1005, plus ou moins 1005. Mais donc, c'est vraiment de mémoire. Hein. 500 par invest. 500 par invest, mais il y en a un où c'était une location simple. Donc lui, je gagnais peut-être 200, un truc comme ça. Et puis l'immeuble de rapport, c'était en association, il me semble. C'est pour ça que tu... En association, donc j'ai divisé par deux. Donc ce que je dis, c'est vraiment ma part. Ta part. Donc, 2021, là, ça commence à accélérer un peu. Et donc... 2022, est-ce qu'on achète ou on n'achète pas? Alors, c'est intéressant parce que 2021, j'ai encore un autre déclic. Ah, ok. J'ai l'impression que les banques, elles prêtent tout le temps. Qu'il y a de moins en moins de refus. Le fleuve est ouvert. C'est ça. Le fleuve est ouvert, donc je rachète pas de biens tant que j'ai pas terminé les travaux ou je suis sur la fin des travaux. Ok, bien sûr. Et donc après, chaque année, j'ai quasiment acheté un immeuble, un bien, un immeuble. Donc en 2022, j'ai acheté 3 appartes, un immeuble de 3 appartes. En privé ou en société? En société. Ok. Après, j'ai fait beaucoup d'achats en société aussi. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté en privé d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. On va expliquer pourquoi, parce qu'il y a eu un gros shift quand même en 2021 avec l'achat-revente. Mais on va revenir là-dessus. Mais donc 2022, un immeuble de rapport 3 unités. 2023, un immeuble de 5 cotes avec permis de location et un rez-de-chaussée. Un rez-de-chaussée appartement. Toujours en société? En société, oui. En 2024, on a acheté beaucoup. On achète le monstre. On s'est beaucoup associés, c'était ensemble. Donc on a acheté une société immobilière ensemble avec 18 cotes. C'est 17 cotes plus un appart, un petit appart studio. Studio. Et 3 parkings, attention. On les ça fait quand même 150 € par mois. On les compte pas, les parkings. On a acheté un immeuble, 3 unités, meilleure localisation de Dinan. Franchement, là, c'est un immeuble, j'en suis fier. Un immeuble coup de cœur. C'est un immeuble. Il y a des biens, tu es content de les avoir, il y en a d'autres, tu es moins fier, mais là, il y a fierté. Parce que la localisation, on a vu sur la Citadelle, on est en face de la collégiale. Incroyable à Dinan. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas 10 bâtiments comme ça. Il y en a maximum 5. Max. Et on fait partie de ces propriétaires. Même si ça nous a pris 3 ans à l'acheter, 2-3 ans à l'acheter. On a fait, si ça vous intéresse, on a fait une vidéo là-dessus. J'ai fait un épisode de podcast que vous pouvez retrouver sur la chaîne ou sur le podcast qui explique ça. Mais donc, 2024. Et est-ce que tu achètes toi en solo en 2024 ou pas? 2024, non, on a acheté ensemble. On a acheté ensemble. Tout ça, c'était ensemble. Et 2024, on a acheté un appartement qu'on a revendu à Bruxelles. On va en parler, achat-vente. Et puis 2025, là, on y est en 2025. On n'a pas encore acheté ensemble, je crois pas. Non. Voilà, mais et justement, donc on voit que ça s'est pas mal accéléré, mais que ça, même en 2024, c'était très chaud. Mais cette accélération, elle est quand même due à quelque chose. Il faut être très honnête. Maëri, tu génères beaucoup de cash flow. Tu es à peu près à combien là, avec tout ce que tu as? 4000, je pense, plus ou moins. 4000 de cash flow. Quand on dit cash flow, c'est net. C'est ce que tu as dans ta poche et qui est chaque mois. Donc, liberté financière, là, on y est quand même depuis quelques temps. Mais il y a quand même quelque chose qui a permis d'accélérer ça massivement. Et il faut quand même le dire. On va pas vendre du rêve et dire en faisant du locatif, picobello, ça va aussi vite que Maëri. Il s'est passé quelque chose en 2021 dans la vie de Maëri. Yes. Il a rajouté une corde à son arc, 2020, et pas n'importe. 2020, une sacrée corde à son arc immobilier. C'est quoi cette corde et comment ça se passe? Alors moi, dans ma philosophie d'investissement, je me suis toujours dit d'abord revenu actif avant d'acheter des actifs qui vont permettre de générer des revenus passifs. C'est ça le chemin. Donc plutôt la première question, c'est comment générer un maximum d'argent.
Voilà, avec un salaire, on est capé, la carrière, tes revenus dépendent pas de toi, ça dépend de ton employeur. Ouais. Donc, t'es assez vite capé. Donc, c'est ça que j'ai fait les side projects, MLM, machin, etc. Et en 2020, je tombe sur des rencontres, je vais vous la faire courte, hein, mais voilà, des rencontres qui m'ont mené à découvrir une nouvelle stratégie qui s'appelle les options croisées. Les options croisées, en 2 mots, c'est la possibilité de revendre des appartements sans être propriétaire et donc sans passer par les banques. Donc, vous avez un bien 100 000, vous le revendez à 120, vous trouvez un acquéreur qui l'achète à 120, cet acquéreur va signer les actes avec le propriétaire et vous allez toucher 20 000 € de plus-value directement. Moi, je le fais en société et donc j'ai développé, j'ai crafté, je suis devenu expert vraiment dans ce domaine. Ouais. Beaucoup d'experts, expert dans le sens expérience. J'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. J'ai vendu entre 40 et 50 appartements jusqu'à aujourd'hui. Et chaque fois que j'avais des plus-values qui tombaient, je les réinvestissais. Et je les réinvestissais dans un bâtiment. Donc, ça faisait un peu des achats illimités. Oui, des achats limités, parce que le seul truc qui te bloque à un moment en société, c'est d'avoir des fonds propres. Ça demande plus qu'en privé. Mais tu les générais de manière assez spectaculaire grâce à l'achat-revente. Et justement, achat-revente, on va aussi faire un petit timeline parce que c'est super intéressant. Le premier, donc, c'est à peu près quand et c'est où, comment ça se passe en 2 mots. Hein. Yes. Le premier, donc, trouvé, offre acceptée en septembre 2020. Acte signé février 2021 et on a généré 67 500 de plus-value sur un immeuble de 4 appartements situé en plein centre de Liège, donc rue de la Régence pour ceux qui connaissent. Ok, tu dis parce que ça ici tu ne fais pas l'achat-revente, tu le fais pas en solo. Non, j'en ai fait qu'un seul en solo. Tu as toujours fait ça plutôt en association. Exactement. Et les gens vont se demander pourquoi il fait ça en locatif en solo et en achat-revente en association. Est-ce que tu as une raison à ça ? Ouais, il y a plusieurs raisons. Déjà, je suis très complémentaire avec la personne. On sait qui fait quoi et on se connaît très très bien aussi. Et donc c'est fluide, c'est vraiment fluide. Et il y a aussi une belle énergie quand moi je suis down, elle est up. C'est ça, il y a une belle entraide. Et donc c'est cool, ça se passe bien. Donc 2021, vous encaissez, on a compris 67 000 mais à diviser par 2 je suppose. Et donc cet argent-là, tu vas alors directement l'utiliser, c'est ça ? En 2021, qu'est-ce que j'ai fait de cet argent ? Non, mais parce que tu dis que tu as investi en 2021 sur un immeuble de rapport. Est-ce que ça t'a permis de l'avoir ou... Si, parce qu'en 2021, effectivement, j'ai acheté 2 biens. Donc, ça m'a probablement aidé sur un des 2 biens. Je ne sais plus exactement lequel. C'est pas important, ça. Mais donc, Et donc, niveau achat-revente, alors le prochain, après 2021 Donc, 2021, ensuite, début, on retrouve un autre deal qu'on a terminé en 2022 avec Régis. Donc, à Liège encore. À Liège encore. Donc, c'est un membre du club qui a pris la formation achat-revente et avec qui il m'a proposé, c'est lui-même qui m'a proposé de s'associer avec lui. Et on a généré ensemble 154 000 €. Sur, autrement plus important. Donc. Exactement, sur 8 unités. C'est 2 gros bâtiments, un bâtiment en façade avant et un bâtiment à l'arrière, relié par un hall, un hall d'entrée. Donc là, c'est encore une fois massif, même si on divise ça par 2. Et donc là, c'est une partie aussi de cet argent va te permettre d'acheter en 2022 ton immeuble de rapport. 2022, on suppose. Probablement. En fait, dans mes achats-reventes, il y a une partie, c'est plus pour faire tourner la société et une partie pour l'investissement. Réinvestir. Ok, donc 2022 et puis les prochains, rapidement. 2022, donc alors ici 2021. En 2021, j'en ai fait 1 ou 2 autres. 2022, j'ai dû en faire 2, 3. Et parce que en fait, je le trouve en 2021, mais je le signe en 2022, ça, donc le temps de vente, ça se chevauche. Et 2023, j'ai dû en faire 2, je pense. Ça a enchaîné. 2024, il faut que je me remette dedans. De toute façon, il y a quasiment 2 ou 3 minimum par année. On va pas tous les refaire. On a fait pas mal de vidéos sur. T'en as fait pas mal qui décryptent chaque étude de cas. Donc, on ne va pas les refaire tous. Mais en gros, ce qui va intéresser les gens, c'est depuis que tu fais de l'achat-revente, tu as généré à peu près, en brut bien sûr, combien de
un montant de plus-value d'à peu près combien? Plus d'un million d'euros avec TTC, à partager avec des associés. C'est beau, c'est beau. Alors même si on divise par 2, ça fait quand même un demi-million dans sa poche. Hein. Il est fort, il est très très fort. Donc forcément, quand on utilise ces stratégies, ça t'a permis, on va pas tourner autour du pot, hein. Ça permet d'accélérer énormément. Énormément, ouais. Donc ici, t'as parlé de la société, t'as parlé de plein de choses. C'est de la société IMO, des 18 codes, des je sais pas combien d'immeubles de rapport t'as acheté. Moi je te pose la question parce que beaucoup de gens veulent le savoir. Est-ce que ça t'a aidé l'Acharvente à faire tout ça? Bien sûr, ça a été le plus grand accélérateur. C'est nécessaire. L'Acharvente est vraiment un accélérateur de patrimoine, si on veut, en fait. Hein. Et donc, juste pour clôturer sur l'Acharvente, parce que ce n'est pas le but de faire une masterclass là-dessus, pour toi, c'est quoi les points positifs de l'Acharvente et est-ce que tu vois des points négatifs? Pourquoi les gens ne se lancent pas dans l'Acharvente? Toi qui coaches beaucoup de gens là-dedans. Yes, ouais, c'est une superbe question. Regardez aussi les autres interviews des membres qui ont réussi chez nous. Alors, pourquoi? La question, c'est les points positifs et les points négatifs. Ouais, voilà, rapidement. Les points positifs, moi, il y en a un grand. C'est de me dire, quoi qu'il arrive dans ma vie, si je perds tout, si je fais de la prison, je sais pas, j'écrase quelqu'un par accident et voilà, je fais de la prison, je saurais toujours m'en sortir. On regarde pas qui tu es, d'où tu viens, tes diplômes ou tes salaires, peu importe, on regarde rien de toi, c'est plutôt qu'est-ce que tu apportes comme valeur. Et ce que j'adore aussi, c'est la valeur qu'on apporte les gens parlent, souvent les gens pensent à argent, ok, plus-value, c'est pour ça que je fais. Mais aussi, ce que j'aime bien, c'est que les gens les appartements que je revends, les acquéreurs, souvent ils disent, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 2 ans que je cherche un appartement. Et les gens ont le coup de cœur. Tu le sens qu'ils ont le coup de cœur. C'est-à-dire, ils vont tout faire pour acheter des appartements. Et grâce à toi, il y a une grosse plus-value au niveau de la société, c'est que tu crées des appartements, tu crées du logement. Grâce à toi, les gens, un immeuble, en général, il se transmet d'une personne à une autre personne. Et là, tu le découpes et tu as 3 personnes qui vont pouvoir se loger au lieu d'avoir juste une famille, par exemple, qui va devenir propriétaire. Et donc ça, c'est super. C'est vraiment un truc top que j'adore dans les options. Le point négatif, et ce qui est incroyable, c'est que tu peux générer de l'argent à partir de rien. Pas de garantie, il te faut 1 000, 2 000 euros. S'il n'y a pas de garantie, il te faut... Et comme tu dis, les gens qui viennent, tout le monde peut y arriver. Et dans l'accompagnement qu'on a designé avec le club, qui s'appelle le Club Elite Acharvente, bien évidemment, il y a des profils de fous. Je pense aux 3 jeunes là, qui ont à peine 18 ans, en fait. Plutôt 20 ans. On va dire 18-20 ans, quoi. Mais je veux dire, ils sortent à peine des bancs d'école et ils font de l'Acharvente. C'est incroyable. C'est dingue. C'est fou. Ils m'ont invité d'ailleurs à la ruche manger un bout avec eux. J'ai pu écouter toute leur histoire, les détails. Et ça s'est bien passé avec des challenges, évidemment. Tout le monde a ses challenges. Et le seul point, donc ça c'est vraiment un point positif, c'est pouvoir générer de l'argent à partir de l'air, quoi. C'est comme ça, c'est possible. En Belgique, grâce à l'immobilier aussi. Et donc je capitalise mon expérience dans l'immobilier là-dessus. Et point négatif, c'est le risque. Point négatif, c'est s'il vous plaît, si vous lancez dans ce type d'opération, allez jusqu'au bout. Parce que ceux qui n'y arrivent pas, créent une mauvaise réputation sur le marché immobilier des options croisées. Et ça, c'est un peu dommage. Et c'est une des raisons pour laquelle on a cet accompagnement aussi, c'est pour que les gens réussissent, pour qu'il y ait une belle image des options croisées et que les notaires soient contents de travailler avec nous. Moi, mon rêve, c'est qu'on ait... quand on dit on vient du club, c'est tapis rouge chez les études notariales ou que ce soit chez on y travaille, parce que les gens, ils savent que c'est gage de qualité. Quoi. Ok, écoute, gros feedback sur l'Acharvente. Merci, j'espère que ça en inspirera certains. En tout cas, s'il y a des gens qui ça intéresse, checkez un peu sur la chaîne YouTube ou sur le podcast. On a fait énormément de contenu là-dessus, des interviews clients, des histoires de fous, des gens qui ont encaissé des 100, 150, 200 000 euros de plus-value en un seul deal. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Maintenant qu'on a vu, on est beaucoup dans le terre-à-terre, dans l'immobilier, on a vu le passé, on a vu aussi ton parcours et tout, on va un peu parler du futur et un peu plus l'immobilier au sens large. Donc, où est-ce que tu en es maintenant? Ça, tu l'as un peu expliqué, mais surtout, et parce que les gens pourraient se dire, il a plus de 2 millions de patrimoine, je sais pas, 10 000 euros de loyer, 4 000 euros de cash flow, il a déjà gagné 1 million d'euros de plus-value en achat-revente. Il est au top, le mec. Mais est-ce qu'il y a encore des next steps pour toi? Et si oui, c'est quoi?
Ouais, il y a bien sûr, il y a des next steps. En fait, c'est vraiment des étapes. Je me suis rendu compte qu'il y a quand même des étapes assez fortes mentalement, psychologiquement. Des plafonds de verre qu'on fait péter. Il y a d'abord le plafond de verre. Ah, c'est possible de gagner d'autres sources de revenus, qui était pour moi un plafond de verre. Ensuite, il y a... donc, tu as les revenus, tu deviens libre financièrement. Ça, c'est une chose. Ouais. Après, il y a 3, c'est de maintenir. Ça, je pense que les gens n'en parlent pas beaucoup. Non, on n'en parle jamais. Mais c'est de maintenir ce niveau de vie, ce cash flow, parce que tu as des challenges. Tu as une chaudière qui va arriver, paf, 15 000, tu dois lâcher, tu dois rénover. Et il faut remonter, donc il faut consolider. Il y a cette étape de consolider. Et après, quand c'est consolidé, c'est là que tu obtiens, enfin moi, je vais parler pour moi, j'obtiens une paix intérieure. Une paix intérieure, c'est bon, c'est stable. Tu sais que quoi qu'il arrive, ta liberté, elle est stable. Oui, tu peux pas la perdre, quoi. C'est ça. Globalement. Et donc, tu es dans une phase, c'est un peu ce que j'appelle la phase, la traversée du désert. Et après, une fois que tu sors la tête de l'eau, enfin du désert, du coup, ici, tu te poses vraiment des questions assez fondamentales de la vie. Pourquoi je suis sur Terre? C'est quoi ma vraie mission de vie, etc. Et en fait, c'est un peu une période où tu te poses des questions, mais bon, tu reviens au final à ce que tu as fait au début, c'est-à-dire continuer à grandir ton patrimoine, parce que tu vois que ce que tu fais apporte sur le marché et tu as envie d'amplifier ça. Toucher plus de gens. Pourquoi seulement ceux qui sont, je sais pas moi, dans mon quartier, dans ma commune, dans ma région? Pourquoi pas à l'international, dans d'autres langues, d'autres cultures, et tu as envie de te challenger. Je pense que l'être humain, il s'habitue trop facilement à son confort et qu'on a envie de plus. Et donc, il y a cette partie. Moi, je vois aussi que on vit dans ce système capitaliste, avoir un certain niveau de vie, lifestyle ou une valeur perçue apporte certains privilèges. Certains privilèges dans lesquels on n'est pas né et qu'on obtient. Et c'est intéressant de voir parce que tu sens que tu as en quelque sorte un peu plus de pouvoir. C'est pas un mot négatif, mais plus d'influence, on va dire. Un peu plus d'influence. Tu peux avoir plus d'impact et plus efficacement. Et c'est d'avancer, continuer dans cette trajectoire à plus grande échelle. C'est juste monter l'échelle. Donc, t'as pas un nouvel objectif chiffré, je veux dire, que ce soit en termes de patrimoine, ou de cash flow, ou de nombre de biens, ou je sais pas quoi. Pour l'instant, aujourd'hui, non, je suis pas aussi clair que ça. Continuer à grandir, quoi. Continuer à grandir. Ok, super. À faire ce qu'on sait faire, à faire ce que je sais faire. Ouais, c'est sûr. Et ça rejoint un peu, ça j'ai demandé, mais j'ai pas encore demandé, mais le pourquoi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. À la base, pourquoi tu t'es vraiment lancé dans l'immobilier? Toi, est-ce qu'il y avait une raison? C'est surtout le déclic que j'ai eu avec la vidéo. Je me suis dit pourquoi pas. Après, je me suis lancé dans l'immobilier. J'ai aimé l'expérience, j'aime le contact humain, j'aime les rencontres qu'on fait. C'est un moyen de grandir spirituellement. C'est du vrai dev perso dans la brique, dans le dur. C'est pas lire des livres ou des séances thérapeutiques. J'ai rien contre tout ça, mais c'est vraiment, je sens vraiment que mais parce que moi, je me connais. Et j'avance dans l'action. Je grandis en faisant des choses. Je grandis en pratiquant par les résultats. C'est ça qui est important pour moi. Ok. Et donc, là, j'avais la question sur la vision, le but final, mais t'en as un peu parlé. Et question, un peu plus large, mais la liberté financière, pour toi, c'est quoi? Et est-ce que tu juges que tu l'as atteint? Ok. Alors, juste par rapport à la vision finale, je veux quand même toucher un petit mot. Moi, j'ai un rêve avec le club. Avec le club, j'ai vraiment un rêve. Et s'il y en a qui écoutent ce podcast et ils veulent y contribuer, moi, je trouve que l'investissement immobilier devrait être une matière à l'école. C'est-à-dire que les gens doivent savoir ce qui est possible de faire. Déjà, c'est le 4e pilier de la pension. Donc, c'est reconnu, je pense. Aujourd'hui, quand tu dis tu as 2 millions sur ton compte, on te juge, mais quand tu dis tu as 2 millions d'immobilier, on dit ah ouais, c'est bien, tu vois. En gros, bien sûr. C'est un peu ça l'idée. Et tout le monde devrait connaître, pas forcément investir. Après, les gens font ce qu'ils veulent, mais ça devrait vraiment être une matière à l'école. Tout le monde devrait être éduqué ou au moins avoir un minimum de connaissances par rapport à ça.
parce que c'est nécessaire. Et je pense même qu'au niveau... d'ailleurs, il faut rénover tout le patrimoine au niveau énergétique, tout le patrimoine immobilier. Il faut commencer à dire aux gens qu'est-ce qu'il faut faire, investir. Il faut que les gens rachètent. Il y a des choses à faire, déjà au niveau de la loi, donc pour moi, au niveau public, au niveau de l'éducation aussi. Si je peux me permettre. Je pense qu'il y a du boulot au niveau, à ce niveau-là. Tu as tout à fait raison, au niveau de l'éducation et tout ça. Donc, c'est ça un peu la vision que tu as du fait que tu es investi dans l'immobilier. Ça t'a donné cette envie de partager, de te dire putain, tout le monde devrait investir dans l'IMO, quoi. Yes, et de partager ça aux plus jeunes. Mais moi, je suis chaud, je suis très chaud. Donc, ok, on devrait peut-être lancer un cours de manière bénévole pour les jeunes, pour les 16-18 ans. Ça pourrait être pas mal. Et alors, je reviens avec ma question. La liberté financière, pour toi, c'est quoi ? Et est-ce que tu juges que tu l'as atteint ? Alors, c'est vraiment une bonne question. C'est une bonne question. Pour moi, il y a deux points de vue au niveau liberté financière. Moi, j'estime aujourd'hui que je suis libre financièrement. Personnellement, je me sens aligné avec ça. Je sais que c'est surtout, quoi qu'il arrive, je serai, même si on va dire je perds tous mes bâtiments brûlent. Tous mes bâtiments brûlent, tout brûle, j'ai vraiment plus rien, je dois recommencer de zéro. J'arriverai en 2-3 ans, à mon avis, à revenir à ce niveau de vie, etc. Et c'est ça qui me donne la liberté financière. Pour moi, elle n'est pas forcément que matérielle, l'argent. C'est important, évidemment, je ne dis pas, mais elle est aussi psychologique. Et c'est ça qui m'apporte la paix, en fait, de me dire que quoi qu'il arrive, j'arriverai à remonter, je sais comment, même dans le contexte actuel, même dans les 10, 20 ans. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer, mais s'il n'y a pas de guerre, a priori, en Belgique, j'arriverai à refaire tout. Et donc, ça... donc, tu n'as pas mis un chiffre là-dessus, c'est plutôt le fait d'être vraiment libre, quoi. Si tu perds tout, tu peux tout refaire assez facilement, quoi. C'est ça, de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux. Là, je peux faire... je ne peux pas acheter des trucs de trop cher, évidemment. Je suis quand même capé à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, j'ai le style de vie que je veux. Je peux faire ce que je veux, je peux voyager. J'ai beaucoup profité. Et ce n'est pas seulement théorique, c'est que j'ai expérimenté, j'ai éprouvé le système, cette liberté et cette pensée pour pouvoir vraiment le sentir et le vivre aujourd'hui. Oui, parce que c'est vrai que sur les 2-3 dernières années, tu as fait je ne sais pas combien de pays. J'ai fait plein de voyages, j'ai voyagé comme un cochon. Et ça, on peut dire ce qu'on veut, c'est merci l'immobilier, quoi. C'est ça, merci l'immobilier, parce que peut-être vous dites votre liberté, elle a 5 000, mais une fois que vous allez 5 000, je sais pas, c'est pas dit que vous aurez le sentiment réellement de liberté. C'est ça qui est important, parce qu'un jour, tu vas te rendre compte qu'il y a une chaudière qui tombe en panne, ou il faut rénover, améliorer le PEB, refaire la toiture ou quoi aux caisses. Et tes 5 000, ils se transformeront en 1 000 euros pendant une année, par exemple, parce que tu as mis 40 000 euros de rénovation de toiture, par exemple. C'est un exemple. Donc, bien sûr. Et ok, très clair. Et alors, dernière question, ça rejoint un peu celle-là, mais elle est différente. Alors, je vais quand même la poser. Est-ce que tu peux décrire le moment précis où tu as compris que l'immobilier avait complètement changé ta vie ? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit « Ah ouais, c'est bon ». C'est une bonne question. L'immobilier a changé ma vie à un moment où l'immobilier a changé ma vie. Ou je sais pas, il a remplacé ton salaire, où tu t'es dit waouh, là c'est bon, là. Tu vois, là j'y suis. Même si c'était que le niveau 1, tu vois. Franchement, moi je pense que c'était l'année passée. L'année passée avec l'achat de la société. C'était lourd. L'achat de la société, là je me suis dit, là, quand on voit les banques qui nous suivent, les conditions qu'elles nous ont prêtées, franchement 2024, on a fait combien de crédits ? On a fait plein de crédits. On a fait plus d'un million, 1,5 million de crédits. Sur 12 mois, c'était chaud. C'est-à-dire vous vous rendez compte, c'est-à-dire chaque fois qu'on demandait un crédit, c'était oui. C'était oui. Crédit, oui. Pour ça, oui. Incroyable. C'était incroyable. Là, je me suis dit 2024, là, on est pas mal. Ok. Donc, c'est vraiment ce switch de se dire waouh, il n'y a pas de limite, quoi. Je vais te reposer les questions aussi. Je sais, mais ok, je vois très bien. Ok, écoute, ça c'était pour les questions un peu plus spirituelles, un peu plus larges. Maintenant, on arrive dans la dernière partie de l'interview. Donc, j'ai demandé à la communauté, que ce soit nos clients, que ce soit nos clients élites, qu'on accompagne, qu'on coach grâce au club, ou alors des gens qui sont dans
c'est pas vraiment un programme, mais sur la communauté gratuite que tu peux rejoindre toujours en commentaire. Il y a plus de 1700 membres à l'heure où je te parle, c'est très très actif. Et donc ils m'ont posé plein de questions et j'ai fait le tri parce que sinon on allait faire un podcast de 3h30. Et donc on est parti. Première question, Maëri, au début de ton aventure, donc en 2017 à peu près, si le club avait existé, est-ce que tu serais passé par là ou alors tu n'aurais rien changé? Ah oui, certainement. Ouais. J'aurais pris le club au lieu de la formation française. Ça, c'est sûr. Ouais. Déjà, consommer local, déjà, de base, principe de base. Mais deux, avec l'information locale, je serais déjà beaucoup plus loin et j'aurais pris la formation. Ouais. Tu crois que tu aurais fait moins d'erreurs? Ah, mais certainement. Certainement. Ouais. À mon avis, j'aurais fait quand même des petites erreurs. Mais, bien sûr, mais pas aussi énormes que ce que tu as raconté. Ah non, la négociation, des gains sur le devis, pas d'arnaque d'entrepreneur, donc 18 mois de gagné. Allez, ce sera peut-être pas 3 mois, mais 6 mois. 6 mois, qui est quand même plus réaliste. Et les mises en garantie des biens. Je ne connaissais pas, peut-être que vous-même vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup de choses que tu aurais pu... D'office, une formation. Moi, j'ai quand même, chaque fois que je me lance dans un truc, moi, j'ai l'humilité de me dire, je ne connais pas, donc je vais apprendre. On va en parler de ce côté formation, mais c'est vrai qu'on est d'accord que ça aurait clairement accéléré ton aventure immobilière. Tu serais, là, tu es déjà à un niveau vraiment top, mais... Moi, je suis convaincu aussi que s'il y avait eu le club et qu'on t'aurait accompagné comme on accompagne nos clients et qu'en 6 mois, c'était plié et que, à mon avis, tu aurais fait un effet boule de neige encore plus gros, tu vois. Ouais. Donc, ça aurait été intéressant. À fond. Ça aurait été intéressant. J'estime que j'aurais minimum 600 000 en plus de patrimoine. 600 000, minimum. Peut-être même 1 million, tu vois, parce qu'il y a vraiment un effet boule de neige de fou, comme on peut le ressentir de plus en plus. Donc, OK. Donc, très intéressant. Si vous hésitez, n'hésitez plus. Au lieu de faire ça vous-même, faites-vous accompagner. On est là pour ça. Et le retour sur investissement, il est légendaire. Voilà, il n'y a pas de mots. Alors, deuxième question. Si tu devais investir 10 000 € dans un projet immobilier avec l'interdiction de recourir au crédit, à quoi ressemblerait ton plan d'action en 30 jours ? Moi, c'est très simple. Je ferais des options croisées. je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choix, tu vois. C'est ça. Et les 10 000 € serviront à payer le géomètre, donc 1 500, 2 000, 2 500 €. Ouais. Les annonces ImoWeb, donc 160. Aujourd'hui, 160 par appartement vendu. Et potentiellement mettre une garantie symbolique, 5 000 ou 7 500 de et avec ça, ces 10 000 € là, de manière très raisonnable, tu peux les transformer en x6, x8. En 50, 60, 70, de manière très raisonnable. Et si tu as un peu de réussite, peut-être 100, 150 000. Là. Ouais. Donc, très, 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 très lourd. Et lié à ça, mais c'est quand même très différent comme question. Si tu perdais tout demain, et t'en as un peu parlé, et que tu ne peux pas utiliser ton réseau actuel, quelle serait ta première action concrète dans les 24 heures pour rebâtir ton empire immobilier ? Je vais être redondant, mais je vais retrouver une option croisée. Je repars à fond, c'est en mode chasse. En mode chasse. Retrouver un bien vraiment en mode chasse active. Donc tu torches plus rien tout ImoWeb. Ça c'est 50 visites, pas de souci. 50 visites et après 50 visites, c'est sûr qu'il y en a une qui tombe et puis on est bon, quoi. Très très bon. Alors une question qu'on nous a posée que je trouvais très intéressante parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'immobilier, c'est est-ce que tu te formes souvent, que ce soit dans l'immobilier ou autre, et pour quel budget ? Parce qu'en fait les gens, j'adore cette question et c'est pour ça que je voulais la poser, les gens ne se rendent pas compte que ce qu'on prêche, ce qu'on vous dit de vous former, de vous faire accompagner, c'est pas pour rien. C'est parce que nous, on le fait et à des niveaux, enfin, je pense que tu vas un peu en parler, qui sont autre chose que 6 000 € pour une adhésion. Et donc, Maëri, est-ce que tu te formes souvent ? Est-ce que c'est beaucoup dans l'immobilier ou autre ? Et pour quel budget ? Alors, je me forme tout le temps. Tout le temps en formation. Je suis tout le temps en formation continuelle, éternelle et étudiant jusqu'à la fin de ma vie. Il y a tellement de choses à apprendre, à savoir, à connaître. Et ce qui est intéressant, c'est que à travers la formation, tu sens que tout est accessible et tout est possible. Si tu veux te lancer dans un domaine, tu peux vraiment y arriver. C'est ça qui est incroyable. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans toute l'histoire de l'humanité, on a accès à cette information. Donc à l'époque, nous, quand on était plus jeunes,
fallait aller à la bibliothèque, aller chercher les encyclopédies, ouvrir les gros trucs de 1000 pages pour trouver l'information. Aujourd'hui, paf, tu sors ton GSM, boum, tu as l'info. C'est incroyable. Et pareil pour les formations. Avant, il fallait aller aux États-Unis, il fallait, je sais pas moi, aller. Aujourd'hui, il y a ça. Il fallait aller loin, prendre l'avion, etc. Maintenant, c'est à côté de chez toi. C'est peut-être maximum 1 heure de route. Il n'y a vraiment pas d'excuse pour se former. Et nous, on prend l'avion quand même pour nos formations. Beaucoup, donc, on a été à Dubaï, en Espagne, en France aussi. Beaucoup de pays. Beaucoup de pays. Et donc là, on a un budget minimum 25 000 euros par année. Minimum. Hein. Depuis 2021. Depuis 2021. Donc on se forme en business. J'ai aussi on peut dire thérapeute un peu. Oui. Je fais un peu d'hypnose régressive. J'ai aussi un coach, je me mets au padel en ce moment. J'ai un coach de padel, évidemment, comment faire les bons mouvements, etc. Quelles sont les règles. Et moi, coach sportif aussi. Coach sportif, donc. Et on se forme encore dans l'immobilier. Et juste parce que les gens ne se rendent pas compte. Là, cette année, ici, on a pris une formation marchand de biens en France parce qu'il n'y a rien en Belgique, forcément. Et que même si on s'y connaît déjà pas mal, il y a toujours des choses à apprendre de gens qui ont fait des dizaines de millions de plus-value. C'était quand même 10 000 euros. Comme ça, vous vous rendez compte un peu du truc. Et on a pris une formation, un mastermind business, un des meilleurs de francophonie, 25 000 euros. Ça fait 35 000 euros sur une année. Et on fait ça depuis 2021. Donc, si tu me dirais qu'on a dépensé 250 000 euros en formation à nous deux réunis minimum sur 4 ans, j'y croirais. C'est ça. Et petit point qui est important dans les formations, des fois, ça peut être juste une information, qui change tout. Une journée, un contact qui vaut 80% de la formation. Pour toi, pour le moment où tu en es dans ta vie, les questions que tu te poses à ce moment-là, c'est ce moment-là qui va t'apporter un maximum de valeur. C'est peut-être pas tout le contenu, et donc c'est ça qui est important d'être proactif et d'aller et de se former tout le temps. Et de se former, ouais. Ok, très clair. Comme ça, vous voyez que les 6 000 euros qu'on vous propose, c'est un budget assez faible par rapport à ce que nous, on met. Donc, voilà, c'est le moment d'y aller si vous voulez vous former. Alors, l'industriel, est-ce que tu as un avis là-dessus? Bien, pas bien? L'industriel, c'est pas mal. En société, c'est pas mal. C'est intéressant. Je trouve qu'il y a moins de contraintes urbanistiques. Pour ceux qui ont la peur des paiements de loyer, des non-paiements de loyer, et ça fonctionne bien si il y a une forte demande, et c'est des bons loyers aussi. On n'en a pas encore, mais tu envisagerais peut-être un jour d'en acheter. Oui, bien sûr. Ok. Alors, plutôt achat-revente express ou achat-revente option? Je prêche ma paroisse. Hein. L'achat-revente option. Achat-revente option. Achat-revente express, si vous ne le savez pas, c'est qu'on achète vraiment le bien et qu'on le revend. Donc, on en devient vraiment propriétaire, alors qu'option, on cède les options. Alors, ça, c'est une question intéressante. Le risque-rendement minimum pour aller sur un deal, d'abord en locatif et puis en achat-revente. Est-ce que tu as des KPI minimum pour te lancer? Alors, je dirais aujourd'hui, je valorise pas mal mon style de vie. Donc, c'est plutôt un triangle de décision que j'explique pendant nos formations, nos immersions. Moi, mon choix sur un deal va se faire sur 3 critères, sur 5 critères, 3 plus 2 critères. C'est le temps que ça va me prendre, l'argent que ça va me prendre et la charge mentale que ça va me prendre. Si ça me prend beaucoup de charge mentale, alors ça ne doit pas me prendre beaucoup de temps et je dois gagner beaucoup d'argent. Si ça me prend du temps et de la charge mentale, alors je dois gagner beaucoup d'argent. Tu vois, donc c'est vraiment un équilibre entre les 3. Si ça ne me prend pas de charge mentale, pas beaucoup de temps, c'est OK de gagner pas beaucoup d'argent. D'avoir un petit cash flow ou d'avoir une petite plus-value. Si ça ne m'a pas pris beaucoup de temps, pas trop de charge mentale, quelques emails, etc. Moi, je suis OK de prendre un petit billet aussi. Tu vois, donc ça, et il faut que la décision soit alignée avec mes valeurs et aussi un impact sur le long terme. C'est-à-dire que cet argent va me permettre, par exemple, d'acheter un bien ou quelque chose comme ça. Ok, donc très très clair. Donc tu n'as pas un chiffre en tête spécifique, c'est vraiment ce côté triangle. C'est ça. Ok. Alors, ça c'est une question aussi intéressante. Quelle erreur fréquente tu vois chez les débutants? Tu as coaché beaucoup de gens. Est-ce qu'il y en a une ou l'autre qui revient souvent? Alors les débutants coachés ou les débutants qui ne sont pas coachés? C'est une bonne question. Comme tu veux, réponds comme tu le sens. Alors moi je pense que des erreurs que les gens font, c'est, je ne sais pas comment définir,
Mais en gros, il y a des gens qui sont entêtés à y aller par eux-mêmes. Qui veulent réussir par eux-mêmes, que je peux comprendre, que je peux vraiment comprendre. J'étais éduqué aussi indépendant et tout ça. Et alors que je pense qu'en se disant je vais demander de l'aide ou je vais aller chercher de l'information, ils pourraient gagner énormément de temps, avoir moins de charge mentale et exploser beaucoup plus. Tu vois, au lieu d'aller à la dure, se dire je vais tirer vraiment un boulet, je vais contrer tous les missiles qui viennent sur moi, etc. Et ils vont peut-être réussir, mais à quel prix? C'est ça aussi. La santé, la charge mentale, est-ce que ça va créer des tensions au sein de la famille, alors qu'avec un petit peu d'aide, ils peuvent cartonner. Vouloir tout faire tout seul. Voilà, c'est ça. Pas demander de l'aide, quoi. C'est ça. Ok, bah écoute, très très clair. Alors, je regarde un peu parce qu'il y a encore quelques questions, mais j'essaie de prendre les plus intéressantes. Oui, bah, comment trouver des biens rentables dans un marché tendu? Parce qu'on est dans un marché tendu actuellement. Comment est-ce qu'on fait? On passe à l'action, on cherche, on visite. Mais je pense que ce qui est important, c'est bien maîtriser son marché. Savoir combien vaut les maisons, combien on peut les louer, comment on peut les exploiter au niveau de la loi urbanistique, etc. Ça, c'est vraiment important. La Wallonie, c'est pas la Flandre, c'est pas Bruxelles, rien à voir. Et la politique globale aussi. Bruxelles, c'est serré. Les co-living, ils commencent à regarder. Airbnb, c'est pire, tandis que Wallonie, ça dépend d'une commune à l'autre aussi. Donc, c'est ça. C'est ça. Ok. Bah alors, il me reste trois questions que je trouve assez intéressantes. Comment rester motivé? C'est un peu lié à ça. À mon avis, c'est une personne qui galère à trouver des biens. C'est qu'elle n'a pas le bon regard. Mais bon, voilà. Comment rester motivé dans un marché difficile ou lors d'un revers de fortune qu'on a à cause d'un mauvais deal ou je ne sais pas quoi? Pour moi, c'est l'entourage. Toujours être entouré ou s'entourer des personnes. Alors, ça veut dire quoi concrètement pour vous dire? Il faut aller à des événements, il faut bouger, quoi. Il faut aller à des événements, discuter avec des gens, poser des questions. Si tu es plus ouvert, les inviter à manger, demander un appel téléphonique avec ces gens-là, mais toujours rester en contact avec des gens qui ont les résultats que tu souhaites atteindre. Et ça, je pense que ça va aider énormément. Si tu as des réseaux sociaux, ce qui est pas mal, c'est quand tu partages, tu peux attirer des gens qui vont peut-être te donner des conseils. Mais bon, voilà, il faut partager, etc. Donc, ça, c'est important. On peut dire tout ce qu'on veut, on reste humain. Et le contact humain, ça aide beaucoup. C'est là-dessus qu'on a basé le club. C'est l'ADN du club, c'est la communauté. Les gens, quand ils ne sont pas dedans, ne se rendent pas compte d'à quel point c'est puissant. Mais quand ils sont dedans, ils se disent « Ah oui, c'est ça qui fait toute la différence. » C'est ça qui est dingue, le switch qu'ils font. Et alors, dernière question, c'est si tu devais citer 1, 2, 3 traits de caractère des investisseurs qui réussissent, qu'est-ce que ce serait pour toi? Numéro 1, la résilience. Résilience, évidemment, avancer, résilience, discipline, avancer quoi qu'il arrive, peu importe la difficulté. Il faut quand même s'écouter soi-même, écouter son corps. S'il y a un moment, il faut ralentir, alors ralentissez. Mais aller jusqu'au bout, vraiment la résilience, aller jusqu'au bout de ce que tu as promis de faire, d'acheter. Et si tu as dit acheter pour louer, trouve les solutions pour les budgets supplémentaires, pour aller jusqu'au bout, continuer, termine vraiment. Résilience, c'est important. Qualité à avoir pour être un bon investisseur. Je t'ai envoyé une autre du courage. Je pense qu'il faut quand même un peu de courage parce qu'il faut aller souvent à l'encontre de ce que les gens autour de nous disent. T'es pas fait pour l'immobilier, t'es sûr que tu veux investir, t'as acheté une ruine, machin, etc. Tout le monde, tous nos clients aussi, leur entourage. Mais une fois qu'ils réussissent, c'est oui, comment t'as fait? Je suis super fier de toi, je suis super content. C'est normal, c'est que de l'amour, c'est que de la passion, il n'y a pas de stress. Donc, il faut être un peu courageux quand même, d'aller à l'encontre de ce que même tes proches et les gens qui t'aiment te disent. Donc, voilà, du courage. Et je dirais, trouver réellement votre pourquoi. Votre pourquoi faire les choses, ou surtout se dire en quoi ça va être utile dans votre vie. Quel impact ça aura dans votre vie de réaliser cette opération. Et si vous avez des réflexions à faire, est-ce que ça vaut le coup ou pas, vous faites un SWOT ou avantage, inconvénient, tout ce que vous voulez,
Posez-vous c'est aussi c'est quoi le manque à gagner, ou si je fais pas cette opportunité, qu'est-ce que ça ne va pas m'apporter. Ouais, c'est ça. C'est vraiment surtout c'est ça. Qu'est-ce que ça va pas m'apporter, qu'est-ce que ça va m'apporter, et après concentrez-vous sur ce que ça va vous apporter, et ça va aller. Si vous avez ces 3 critères, à mon avis. C'est marrant parce qu'on ne parle pas de technique, tu vois. C'est pas ça qui différencie. Mais je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est vraiment pas ça qui différencie les investisseurs qui réussissent et qui vont très loin de ceux qui ne vont pas loin. C'est vraiment plutôt. C'est bateau, hein, mais c'est le mindset. Donc voilà. Alors, écoute, je pense qu'on a déjà fait une très très belle interview. Là, il me reste quelques questions, mais elles sont moins intéressantes. Je vais juste te demander. Le mot de la fin, est-ce que tu as un dernier mot, un dernier conseil que tu voudrais donner à l'audience qui nous écoute et probablement à des gens qui veulent se lancer dans l'immobilier en Belgique? Yes, écoutez les amis, si vous avez un attrait pour l'immobilier, si vous aimez, vous avez envie, vous avez la brique dans le ventre, vous entendez autour de vous, vraiment lancez-vous. Juste lancez-vous dans l'immobilier, faites une opération. Gagner en expérience et vous voyez où est-ce que ça peut vous mener, parce que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Mais si de près ou de loin vous avez vraiment une petite attraction, vous dites j'y crois, c'est de la brique, c'est du dur par rapport à d'autres choses, la crypto, la bourse ou autre chose, vraiment lancez-vous parce que cette expérience pour moi en vaudra la peine. Ça, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Moi, de nouveau, je me regarde 10 ans en arrière, j'aurais pas misé sur moi qui se dit je vais aller dans l'immobilier, puisque je suis formation IT, aucun entourage, et j'ai essayé, j'ai fait ma première opération, et il y a eu des challenges, comme je vous ai expliqué, mais ça a marché. Et aujourd'hui, je ne regretterai jamais. Je sais pas quoi d'autre par rapport à ma personnalité et mes goûts aurait pu m'apporter ces résultats. La bourse, c'est pas du tout mon style. J'ai investi un peu en bourse. La crypto, pas non plus. Pourtant, je suis IT. Hein. Normalement, a priori, logiquement, IT, crypto, tu vois, c'est plutôt lié. Et effectivement, je comprends ce que c'est. Je vois les bots, etc., et le système. Mais ça, non. Donc, si vous pensez que l'immobilier, c'est le levier, allez-y. Chipotez pas. En fait, réfléchissez pas trop parce que vous perdez du temps, vous perdez de l'argent, de l'expérience. Et c'est ça, aujourd'hui, qui coûte cher. Ce qui coûte cher, c'est de ne pas passer à l'action. Allez, écoute, merci pour ce mot de la fin. Je pense que voilà, vous avez tout ce qu'il faut là, vraiment hyper inspirant. Si, bien évidemment, le club vous intéresse, vous avez compris. Il y a quelques liens dans la description. J'espère que vous avez apprécié cette interview. Et encore une fois, un grand merci à toi, Maëri. Yes. Et à très bientôt. Hein. Ciao, ciao. Ciao.